Imaginez un homme capable de plier un fer à cheval d'une main et de peindre de l'autre un ange d'une beauté si étrange que son professeur lui a laissé son pinceau pour toujours. Un homme qui disséquait des corps à la lumière des bougies la nuit pour comprendre les mystères de la vie et qui, le matin, concevait des machines de vol dont d'autres n'auraient jamais rêvé. Un homme qui voyait le monde non pas comme tout le monde le voyait, mais comme il pourrait être dans 500 ans. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour rencontrer l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire de l'humanité, Léonard de Vinci. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous venez et quelle heure il est. Il est intéressant de voir où cette histoire d'un homme en avance sur son temps vous a emmené. Nous sommes en 1452, dans la petite ville de Vinci, entre les collines de Toscane, où les oliviers bruissent dans le vent chaud de l'Italie. Un garçon naît. Son père est Piero da Vinci, un notaire respecté, un homme de loi et de documents. Sa mère est Catarina, une simple paysanne, peut-être originaire d'Orient, une femme aux yeux sombres et aux secrets qu'elle ne révélera jamais. Leur fils est né hors mariage, ce qui, à l'époque, était synonyme de stigmatisation à vie. Mais parfois, le destin se moque des conventions. Leonardo, âgé de 3 ans, est recueilli par son père. Il n'y a pas d'autres enfants dans la maison et le garçon grandit dans un monde d'adultes entouré de livres, de documents, de conversations sur les affaires et les lois. Mais ses yeux ne voient pas des lettres sur du parchemin. Il voit des motifs de soleil sur le mur, des ombres de feuilles jouant à la fenêtre, des gouttes de rosée qui transforment les toiles d'araignée en joyaux. Même à cette époque, alors qu'il n'est encore qu'un enfant, il regarde le monde différemment des autres. Imaginez ce garçon grand et mince, aux cheveux bouclés et dorés, qui fera l'objet d'admiration toute sa vie. Les Florentins le qualifieront de magicien, ce qui n'est pas faux. Il y a en lui quelque chose d'étrange, une grâce particulière, une force surhumaine cachée dans un corps gracieux. Ses contemporains diront qu'il pouvait plier un fer à cheval d'une seule main droite, comme si le métal de ses doigts devenait de la cire molle. Mais sa force ne réside pas seulement dans ses muscles. À l'âge de 14 ans, Leonardo se retrouve à Florence, une ville qui respire l'art, où chaque pierre se souvient de la touche du maître, où l'air est saturé d'odeurs de couleurs, de marbre et d'activités créatives. C'est ici, dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, que commence sa véritable éducation. L'atelier de Verrocchio n'est pas seulement un lieu où l'on apprend à peindre. C'est tout un monde où l'art, la science et l'artisanat s'entremêlent. On y étudie l'anatomie et les mathématiques, on y coule le bronze et on y mélange les peintures.
On y crée des statues et des peintures qui enchanteront les gens pendant des siècles. Léonard absorbe tout comme une éponge absorbe l'eau. Il étudie la structure du corps humain, les lois de la perspective, les propriétés de l'ombre et de la lumière. Mais surtout, il apprend à voir. Il y a une histoire que tous les biographes racontent. Verrocchio est en train de peindre le baptême du Christ et confie à son élève le soin de peindre l'un des anges. Léonard prend un pinceau et sous sa main naît une image d'une telle beauté, d'une telle force vivante, qu'il devient évident que l'élève a surpassé le maître. Verrocchio regarde cet ange et réalise que son temps est révolu. Il ne reprendra plus jamais un pinceau. Mais Léonard ne peint pas que des anges. En l'an 1472, de son pinceau sort l'Annonciation, un tableau où chaque détail est pensé avec une précision mathématique, où la lumière se pose sur les visages et les tissus avec une telle authenticité que l'on a l'impression de pouvoir toucher ce monde. Quelques années plus tard apparaît la Madone de Benoît, une image de tendresse maternelle capturée dans les couleurs avec tant d'amour qu'il devient évident que pour l'artiste, il ne s'agit pas seulement d'une œuvre, mais d'une prière. Mais il y a quelque chose de particulier dans l'œuvre du jeune Léonard. Il est attiré par la nature. En 1475 ans, il réalise le premier dessin purement paysager de l'histoire de la Renaissance, la vallée de l'Arno. Pas de personnages, pas de sujet biblique, juste la terre, l'eau, le ciel, le monde dans sa beauté originelle. Il s'agit là aussi d'une révolution, discrète certes, mais non moins importante. La Florence de ces années-là est une ville de contraste. Le luxe y côtoie la pauvreté, la beauté, la cruauté, l'art, l'intrigue. Léonard parcourt ces rues, observe, absorbe. Il voit comment les enfants jouent sur les places, comment ils font du commerce sur les marchés, comment ils prient dans les cathédrales. Mais il voit aussi d'autres choses, comment les muscles du visage travaillent quand une personne rit ou pleure, comment la lumière tombe sur les plis des vêtements, comment l'eau bouge dans la fontaine. Il s'intègre au milieu artistique de Florence, mais reste un peu en retrait. Il y a chez lui une sorte de détachement, comme s'il étudiait le monde et ne se contentait pas d'y vivre. C'est peut-être lié à ses origines. Un enfant illégitime se sent toujours un peu étranger. Ou peut-être s'agit-il simplement d'une particularité de sa nature. Tout voir comme si c'était la première fois, avec l'émerveillement et l'examen d'un scientifique. L'année 1476 est marquée par un procès. Léonard est accusé de sodomie, une accusation terrible à l'époque qui pouvait ruiner une vie. Il est arrêté avec 3 autres apprentis de l'atelier. Imaginez ce jeune homme, habitué à la liberté, à l'étendue infinie de la créativité,
se retrouvant soudain dans une cellule exiguë, où les murs sont écrasants, où l'air est saturé de peur et de désespoir. L'accusation s'avère fausse. La plainte est anonyme. Il n'y a pas de témoin. Tout le monde est relâché. Mais la piste demeure. Leonardo gardera toute sa vie une peur des espaces clos, la claustrophobie qui le hantera aux moments les plus inattendus. Et sa première invention sera liée à cette peur. Un dispositif pour briser les barreaux métalliques des fenêtres de prison. C'est comme s'il voulait s'assurer de ne plus jamais être pris au piège. Mais les épreuves ne font que l'endurcir. Au cours de ces années, son caractère se forme, charmant, gai, amical à l'extérieur, mais avec de profonds sentiments secrets à l'intérieur. Il aime la beauté dans toutes ses manifestations, porte des vêtements éclatants, apprécie les plaisirs raffinés. Les Florentins s'habituent à le voir dans les rues. Un grand et beau jeune homme aux boucles dorées qui marche d'une démarche particulière, comme s'il dansait. Son attitude à l'égard des êtres vivants a quelque chose d'inhabituel. Leonardo est un végétarien convaincu, ce qui semble être une étrange bizarrerie à l'époque. Il dit qu'il ne veut rien manger qui contienne du sang, qualifiant les gens qui mangent de la viande de cimetières ambulants. On raconte qu'il se rend au marché non pas pour faire des courses, mais pour acheter des oiseaux en cage et les relâcher dans la nature. Lorsqu'il les regarde s'envoler dans le ciel, une étincelle particulière s'allume dans ses yeux, un rêve de vol qui le hantera jusqu'à la fin de sa vie. Il passe ses nuits à écrire dans ses carnets, mais il écrit de droite à gauche, en miroir, de sorte qu'il ne peut les lire qu'à l'aide d'un miroir. Certains pensent que c'est sa façon de cacher ses secrets aux non-initiés. D'autres pensent que c'est simplement pratique pour les gauchers. Mais peut-être est-ce plus que cela, une façon de penser, un reflet de sa nature particulière, qui voit tout différemment du reste d'entre nous. Son sommeil est également inhabituel. Leonardo dort 15 minutes toutes les 4 heures. Ce régime lui permet de rester éveillé près de 22 heures par jour, comme s'il voulait vivre non pas une, mais plusieurs vies. Et en effet, en 70 ans, il parviendra à faire autant de choses que les personnes les plus actives n'en feront pas en 200 ans. Dans l'atelier de Verrocchio, il ne se contente pas d'étudier. Il explore, il étudie l'anatomie, dissèque des cadavres, ce qui à l'époque relève de l'hérésie. Il étudie la mécanique, créant les premiers dessins de machines incroyables. Il étudie l'optique, cherchant à comprendre comment l'œil perçoit le monde. Pour lui, l'art et la science sont indissociables, une seule façon de connaître le monde, un seul langage pour dire la vérité sur la beauté et les lois de l'univers. La Florence de la fin du XVe siècle est un lieu où tout est possible. Les Médicis, mécènes des arts, y règnent. Les plus grands maîtres de l'époque y travaillent, et les idées qui changeront le monde sont dans l'air.
Mais pour Léonard, c'est aussi une école où il apprend l'essentiel. Regarder le monde sans préjugés, poser des questions là où d'autres voient des réponses toutes faites, douter de ce qui semble immuable. Imaginez-le dans ces années-là, un jeune homme qui se réveille chaque matin avec le sentiment que le monde est plein de mystères non résolus. Il marche dans les rues de Florence et chaque pierre sous ses pieds, chaque nuage dans le ciel, chaque visage dans la foule lui dit quelque chose de nouveau. Il retourne à son atelier, prend un pinceau ou un fusain et sa main sait ce qu'elle doit faire. Car pour lui, la peinture n'est pas un métier, c'est une façon de penser. Une façon de comprendre, une façon d'aimer ce monde merveilleux et incompréhensible. Dès cette époque, dans sa jeunesse, il s'est forgé ce qui allait devenir l'essentiel de sa vie, la conviction que l'homme peut tout faire. Il peut voler comme les oiseaux. Il peut voir ce qui se cache sous la peau. Il peut créer une beauté qui traversera les âges. Il peut changer le monde pour le meilleur. Cette conviction le guidera tout au long de sa vie, à travers les hauts et les bas, la gloire et l'oubli, la découverte et la déception. La 1482e année marque un tournant dans la vie de Léonard. Florence, où il a passé les meilleures années de son apprentissage, lui semble soudain étriquée. Peut-être que la ville le connaît trop bien et que le génie a besoin de nouveaux horizons. Ou peut-être est-ce simplement parce que son âme est attirée par le changement, par de nouveaux défis. Quoi qu'il en soit, il prend une décision qui changera son destin. Il part à Milan. Lodovico Sforza, surnommé Moreau pour sa peau basanée, duc de Milan, est à la recherche de personnes talentueuses pour sa cour. Le Milan de ces années-là n'est pas seulement le centre du pouvoir politique, mais aussi le lieu où se croisent les routes commerciales, où les cultures se rencontrent, où l'argent se transforme en beauté et en savoir. Léonard écrit une lettre au duc, un document remarquable, car l'artiste de 30 ans s'y présente avant tout comme un ingénieur et un inventeur. Il promet aux Sforza des fortifications qui résisteront à tous les sièges, des ponts qui peuvent être rapidement construits et tout aussi rapidement détruits, des galeries souterraines pour les déplacements secrets, des catapultes et des canons d'une puissance inouïe. Et ce n'est qu'à la toute fin, presque en passant, qu'il mentionne qu'il sait aussi dessiner et sculpter. Cette lettre est la clé pour comprendre Léonard. Pour lui, il n'y a pas de frontière entre l'art et la science, entre la beauté et l'utilité, entre le rêve et la réalisation pratique. Milan l'accueille comme un invité de marque. Son talent y trouve un nouvel usage. Il devient non seulement un artiste de cour, mais un génie universel, ingénieur, architecte, organisateur de fêtes, inventeur de merveilles mécaniques. La période milanaise sera l'une des plus fructueuses de sa vie, une période où son génie se déploiera
dans toute sa plénitude. C'est là, à Milan, qu'il commence à s'intéresser sérieusement à ce qui deviendra la passion de sa vie, l'étude du vol. Léonard passe des heures à observer les oiseaux, à étudier la structure de leurs ailes, la mécanique de leurs mouvements, l'aérodynamique de leur corps. Dans ses notes apparaissent les premiers dessins de machines volantes, des ornithoptères aux ailes battantes qui devraient copier les mouvements des oiseaux. Imaginez-le dans son atelier, penché sur ses dessins à la lueur d'une bougie. Plumes, os d'oiseaux, maquettes en bois et en tissu sont éparpillées autour de lui. Il tente de résoudre le mystère qui tourmente l'humanité depuis la nuit des temps. Comment s'élever dans le ciel? Comment s'affranchir de la pesanteur terrestre? Comment être libre comme un oiseau? Son ornithoptère est une merveille d'ingénierie pour l'époque. Un cadre en bois recouvert de tissu, un système de leviers et de blocs qui doit transmettre aux ailes les mouvements des bras et des jambes de l'homme. Il calcule les angles, étudie la résistance de l'air, crée même des instruments pour mesurer le roulis, un prototype de l'horizon aérien moderne qui aiderait un pilote à naviguer dans le brouillard. Mais ses rêves de vol ne se limitent pas à l'imitation des oiseaux. Dans ses notes, figure le dessin d'une hélice aérienne, prototype d'un hélicoptère. Une hélice en lin amidonné qui devrait se visser dans l'air, soulevant la machine vers le haut. Bien sûr, la force humaine n'est pas suffisante pour propulser une telle machine, mais l'idée est ingénieuse. Dans 400 ans, c'est ainsi que les hommes prendront leur envol. Et une autre invention qui aura des siècles d'avance sur son temps, le parachute. Un dôme pyramidal de bois et de toile à voile de 7 mètres de haut. Léonard décrit que si un homme possède une tente de toile amidonnée dont chaque côté a 12 coudées de large et 12 de haut, il pourra se jeter de n'importe quelle hauteur sans se faire de mal. Et il a raison. En l'an 2008, le sportif suisse de l'extrême testera un parachute cousu exactement selon les dessins de Léonard et atterrira sans encombre. Mais Milan n'est pas seulement une période d'invention. C'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui vont changer sa vie. En l'an 1490, on lui amène un garçon de 10 ans, Giacomo Capriotti, que tout le monde appellera Salai, ce qui signifie « petit diable ». Et en effet, cet enfant a quelque chose de diabolique, une beauté à la limite de l'androgynie, un sourire narquois, une tendance au vol et au mensonge. Salai deviendra plus qu'un élève pour Léonard. Il deviendra une muse, un modèle, peut-être un amant. Ses traits féminins, son sourire énigmatique inspireront au maître des images qui entreront dans l'histoire. Plus tard, les historiens de l'art retrouveront les traits de Salai dans Jean-Baptiste, dans Bacchus,
peut-être même dans Mona Lisa. Ce garçon, puis jeune homme, sera aux côtés de Léonard pendant un quart de siècle, jusqu'à la mort du maître. Leur relation est complexe et contradictoire. Salaï vole, ment, dépense l'argent de son professeur pour des futilités, mais Leonardo lui pardonne tout. Peut-être voit-il dans cette jeune créature quelque chose qui n'est pas accessible aux autres. Peut-être que pour lui, Salaï est l'incarnation vivante de la dualité de la nature qui le fascine tant. Ange et démon, beauté et vice, innocence et tentation, tout cela en une seule personne. À Milan, Léonard a l'occasion de réaliser une œuvre qui le rendra célèbre pendant des siècles. Le duc Lodovico Sforza lui commande la peinture du réfectoire du monastère de Santa Maria delle Grazie. Le thème est la scène, le dernier repas du Christ avec ses disciples. Il semblerait que l'intrigue ait été écrite des centaines de fois, mais Léonard l'aborde à sa manière. Il passe des mois à étudier les visages. Il arpente les rues de Milan, les tavernes et les marchés à la recherche de types pour les apôtres. Chacun doit avoir un caractère différent, une réaction différente aux paroles du Christ. L'un de vous me trahira. Il étudie comment les visages des gens changent dans les moments de forte émotion, surprise, colère, peur, tristesse. Pour l'image de Judas, il descend dans les quartiers les plus sombres de la ville, cherchant parmi les voleurs et les assassins un visage qui puisse exprimer la trahison. On dit qu'il a trouvé un tel personnage parmi les prisonniers et qu'il a passé des heures à le dessiner, essayant de comprendre la nature du mal et les origines de la chute humaine. Le travail de Léonard sur la scène n'est pas seulement une expérience artistique, c'est aussi une expérience technique. Il rejette la technique traditionnelle de la fresque et crée sa propre technique. Un mélange de détrempe et d'huile sur un mur sec. Cela lui permet de travailler lentement, en scrutant chaque détail, mais rend la peinture fragile et sujette à la destruction. Le résultat dépasse toutes les attentes. La scène devient une révolution dans l'art. Léonard place tous les personnages dans un même espace, mais chaque apôtre réagit différemment aux paroles du Christ. Pierre saisit son couteau, prêt à défendre son maître. Jean se penche vers Pierre, son jeune visage exprimant la perplexité et le chagrin. Judas serre dans sa main la bourse contenant les 30 pièces d'argent. Son visage est un masque qui cache son combat intérieur. Le Christ lui-même est placé au centre de la composition et Léonard donne à sa figure la forme d'un triangle, symbole de la divinité. Son visage est calme, sans reproche ni colère, mais avec une infinie tristesse pour les faiblesses humaines. Dans son dos, 3 fenêtres permettent de voir le paysage, symbole de l'éternité, toile de fond sur laquelle se joue ce drame humain.
Mais dès la vie de Léonard, la peinture commence à se détériorer. La technique expérimentale ne résiste pas à l'humidité et au temps. Les couleurs s'effritent, les contours s'estompent. Cela devient une métaphore de l'ensemble de l'œuvre du maître. Des idées brillantes en avance sur leur temps, mais incarnées dans un matériau qui ne peut les préserver. La période milanaise est celle où se forme un autre trait important de la personnalité de Léonard, son attitude à l'égard de ses élèves. Ceux-ci se regroupent autour de lui comme des planètes autour du Soleil. Ils sont appelés Leonardeschi, et chacun d'entre eux essaie d'adopter quelque chose du génie du maître. Mais Leonardo est un enseignant particulier. Il n'impose pas sa vision, mais enseigne à regarder, à penser, à douter. Son atelier ressemble davantage à un laboratoire ou à une académie, où l'on étudie non seulement l'art, mais aussi l'anatomie, la mécanique, l'optique, les mathématiques. Pour lui, il n'y a pas de division entre la science et l'art. Ce sont des manières différentes de connaître un même monde. Au cours de ces années, il expérimente beaucoup avec les véhicules militaires. Il dessine un char d'assaut, un véhicule blindé avec des canons, qui est conduit par les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Il met au point des fusils à canons multiples, des arbalètes à tir rapide et des mines sous-marines. Certaines de ces inventions semblent encore fantastiques aujourd'hui, mais il y a dans ces projets militaires quelque chose qui va à l'encontre de la nature même de Leonardo. L'homme qui libère les oiseaux des cages, qui refuse de manger de la viande parce qu'il ne veut pas faire souffrir les êtres vivants, crée des machines à tuer. Peut-être s'agit-il pour lui d'un défi intellectuel, d'un jeu d'esprit, ou bien il se rend compte que les guerres sont inévitables et il veut les rendre plus rapides et moins sanglantes. À Milan, il crée d'autres inventions, un scaphandre en cuir avec des tubes respiratoires en roseau, un chariot autopropulsé à ressort, un projecteur fait d'une bougie et de lentilles grossissantes. Nombre de ces dispositifs ne resteront que sur le papier, mais les idées qui les sous-tendent seront concrétisées des siècles plus tard. Vers l'an 1495, il crée une chose tout à fait étonnante, un chevalier mécanique. Un automate humanoïde programmé pour imiter les mouvements humains. Il est anatomiquement correct, il peut bouger ses bras et ses jambes et tourner la tête. On ne sait pas si ce robot a jamais été construit, mais l'idée même de créer un humain artificiel est en avance de plusieurs siècles sur son temps. Les années milanaises sont paisibles et fructueuses. Léonard est au sommet de son art. Il est entouré d'élèves et de mécènes. Son talent est reconnu et récompensé. Mais à la fin des années 90 du XVe siècle, la situation politique de l'Italie commence à changer. Les Français envahissent la Lombardie. Le pouvoir de Sforza est ébranlé. En 1499, Léonard est contraint de quitter Milan.
Il a 47 ans, près de 20 ans de travail fructueux derrière lui et des incertitudes devant lui. Mais il n'est pas du genre à désespérer. Dans ses bagages, des milliers de dessins, de plans, de notes, d'idées, et aussi l'expérience qui lui a appris l'essentiel. L'art véritable ne connaît pas de frontières, et un vrai scientifique n'a pas peur de recommencer. Revenir à Florence après 17 ans d'absence, c'est toujours rencontrer les fantômes du passé. La ville a changé, mais pas assez pour devenir étrangère. Les mêmes rues étroites, les mêmes places où le jeune Léonard s'est promené, les mêmes ateliers d'où l'on entend le bruit des marteaux et l'odeur de la peinture. Mais aujourd'hui, il revient non pas en tant qu'apprenti, mais en tant que maître de renommée internationale, un homme dont les œuvres sont discutées dans les palais royaux. Florence, en l'an 1499, est une ville où l'art a atteint des sommets inégalés. Ici, Michel-Ange travaille, ici, Raphaël crée, ici, chaque pierre respire la beauté. Mais la situation politique est instable. Le pouvoir change de main et les artistes sont contraints de chercher des mécènes parmi ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Léonard trouve un tel protecteur en la personne de Cesare Borgia, un homme dont le nom est devenu synonyme de cruauté et de trahison. Fils du pape Alexandre VI, le duc Valentino, comme on l'appelle, incarne l'idéal machiavélique d'un souverain pour qui la fin justifie tous les moyens. Qu'est-ce que l'humaniste Léonard peut bien avoir en commun avec un tel homme? Mais Léonard voit en Borgia non seulement un tyran, mais aussi un homme à la volonté indomptable, capable de réaliser les plans les plus ambitieux. Il entre à son service en tant qu'ingénieur militaire, inspecteur des fortifications, chercheur de terrain. Sa tâche consiste à préparer le terrain pour la conquête, à étudier les faiblesses des forteresses ennemies, à proposer des moyens de s'en emparer. Les mois passés au service des Borgia deviennent une école de vie pour Leonardo. Il voit le pouvoir de l'intérieur, observe comment sont prises les décisions qui changent le destin de milliers de personnes. Il voyage à travers l'Italie, étudie les forteresses et les villes, dessine des cartes, analyse les fortifications. Et pendant ce temps, il apprend à comprendre la nature humaine, sa grandeur et sa chute. Mais la chose la plus importante qui se produit au cours de ces années est la rencontre d'une femme qui changera non seulement sa vie, mais aussi toute l'histoire de l'art. Elle s'appelle Lisa Gherardini et est mariée au marchand de soie florentin Francesco del Giocondo. Elle a 24 ans, a déjà des enfants et mène la vie ordinaire d'une matrone florentine ordinaire. Mais il y a quelque chose en elle qui pousse Leonardo à prendre son pinceau. Début de la réalisation du portrait qui entrera dans l'histoire sous le nom de Mona Lisa. Léonard le peint tranquillement,
avec le soin qui caractérise toutes ses œuvres. Il invite des musiciens pour le modèle afin qu'elle ne s'ennuie pas. Pendant les longues séances, il étudie chaque trait de son visage, chaque courbe de ses lèvres, chaque pli de ses vêtements. La technique qu'il utilise s'appelle sfumato, la brume, la douceur insaisissable des transitions entre l'ombre et la lumière. Il n'y a pas de contour net, pas de limite claire, tout passe de l'un à l'autre, comme dans la brume du petit matin. Cette technique lui permet de créer une impression de chair vivante, de peau qui respire, d'yeux qui suivent le spectateur. Mais le plus important dans un portrait, c'est le sourire. Ce même sourire mystérieux qui passionnera les gens pendant des siècles. Il est à peine visible, il se devine plus qu'il ne se voit. Il y a quelque chose de Salaï avec son charme diabolique, quelque chose de Leonardo lui-même avec ses pensées secrètes. Peut-être est-ce le sourire d'un homme qui connaît les secrets de l'univers, ou peut-être est-ce simplement le reflet de l'humeur de l'artiste au moment où il travaille. Les années de travail sur Mona Lisa deviennent pour Léonard une période de concentration particulière. C'est comme s'il résolvait une énigme, non seulement celle du visage de la femme, mais aussi celle de la nature de la beauté elle-même. Pourquoi certains visages sont-ils beaux et d'autres non? Qu'est-ce que l'harmonie? Comment l'apparence et le monde intérieur d'une personne sont-ils liés? Parallèlement à son travail sur le portrait, il poursuit ses recherches scientifiques. Il étudie l'anatomie en pratiquant des autopsies sur des corps, un travail qui, à l'époque, frise le blasphème. Mais pour Léonard, il ne s'agit pas seulement de curiosité. Il veut comprendre le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement du cœur, l'organisation des muscles, la transmission de l'influx nerveux. Ces dessins anatomiques ne sont pas de simples illustrations de traités médicaux. Ce sont des œuvres d'art qui allient la précision scientifique à la perfection esthétique. Il dessine le cœur comme personne ne l'a jamais fait auparavant, non pas comme un symbole d'amour, mais comme une pompe à sang. Il étudie les valves, comprend leur fonctionnement, anticipe des découvertes qui ne seront faites que des siècles plus tard. Il s'intéresse particulièrement à la structure de l'œil, un organe qui, pour l'artiste, est le principal outil de connaissance du monde. Il dissèque des yeux d'animaux, étudie le cristallin, la rétine et le nerf optique. Il se rend compte que l'œil projette une image inversée sur la rétine. Et cette découverte l'amène à réfléchir à la nature de la vision et à la manière dont le cerveau interprète les signaux provenant des yeux. C'est au cours de ces années qu'il réalise son célèbre dessin « L'homme de Vitruve », une représentation d'une silhouette masculine inscrite dans un cercle et un carré. Il ne s'agit pas seulement d'une illustration du texte de l'architecte romain Vitruve sur les proportions du corps humain. C'est un symbole d'harmonie, une tentative de trouver des régularités mathématiques dans la structure humaine, de relier le microcosme du corps humain au macrocosme de l'univers.
Léonard part d'une représentation anatomique précise du corps pour y adapter des figures géométriques, contrairement à ses prédécesseurs qui faisaient l'inverse. Pour lui, l'homme n'est pas une abstraction, mais un être vivant, et ce sont ses proportions réelles qui doivent servir de base à la construction d'une géométrie idéale. Mais son intérêt ne se limite pas aux corps humains. Il étudie l'eau, son flux, ses tourbillons, ses turbulences. Il reste assis pendant des heures au bord des rivières et des canaux, observant les mouvements de l'eau, la formation de tourbillons et la manière dont l'eau contourne les obstacles. Ces dessins de cours d'eau sont de la poésie capturée dans les lignes, le mouvement devenant forme. Il se rend compte que l'eau obéit aux mêmes lois que l'air, et cette connaissance l'aide à travailler sur les machines volantes. Il étudie la traînée, les turbulences et les principes qui, des siècles plus tard, seront appelés les lois de l'aérodynamique. En l'an 1504, son père, Piero da Vinci, meurt. La mort d'un père est toujours un tournant dans la vie d'un homme, un moment où il doit repenser sa place dans le monde. Leonardo se retrouve orphelin à l'âge de 52 ans, mais cet orphelinat est particulier. Il a depuis longtemps créé sa propre famille d'étudiants et d'amis. Cependant, après la mort de son père, ses demi-frères se disputent l'héritage. Leonardo, le fils illégitime, n'a pas légalement droit à l'héritage, mais il se bat pour l'obtenir avec une ténacité qui surprend ceux qui le connaissent. Il ne s'agit peut-être pas d'une question d'argent, mais de principe. Le désir de prouver que les origines ne déterminent pas la dignité d'une personne. Il gagne ce procès, mais la victoire a un goût amer. Les liens familiaux, déjà faibles, sont définitivement rompus. Léonard reste seul avec ses élèves et son art. En l'an 1507, meurt son oncle Francesco, la seule personne de sa famille qui l'aimait vraiment. Son oncle lui laisse un petit vignoble et Leonardo devient soudain propriétaire terrien. Mais la terre l'intéresse non pas comme source de revenus, mais comme objet d'étude. Il observe la croissance des vignes, étudie leur structure, essaie de comprendre les lois de la croissance des plantes. C'est au cours de ces années qu'il fait une découverte qui aura des siècles d'avance. Il réalise que les anneaux de croissance des arbres peuvent être utilisés pour déterminer leur âge. Il fonde une science qui, des siècles plus tard, s'appellera la dendrochronologie. Pour lui, un arbre est un livre qui enregistre l'histoire du climat, l'histoire des sécheresses et des années de pluie, l'histoire de la vie sur Terre. Il étudie les fossiles, trouve des empreintes d'animaux marins dans les montagnes et se rend compte qu'il y avait autrefois une mer à cet endroit. Cette découverte contredit l'enseignement de l'Église sur l'immuabilité du monde, créé par Dieu en 6 jours. Mais Léonard fait plus confiance à ses observations qu'au dogme.
Il se rend compte que la Terre vit, bouge, change et que son histoire se mesure en millions d'années et non en milliers. Les écrits de cette période sont remplis de réflexions sur le temps, l'éternité, la place de l'homme dans l'univers. Il pense de plus en plus souvent à la mort, non pas avec crainte, mais avec une curiosité scientifique. Qu'arrive-t-il à une personne au moment de sa mort? Où va l'âme? Y a-t-il une vie après la mort? Ces questions ne le tourmentent pas, mais l'incitent à faire de nouvelles recherches. Il étudie le processus de la mort, observe les dernières minutes de la vie, tente de comprendre ce qui arrive au corps et à l'esprit au moment du passage de la vie à la mort. Pour lui, il ne s'agit pas d'une entreprise morose, mais d'une tentative de comprendre le dernier mystère de l'existence humaine. En l'an 1506, Francesco Melzi, un jeune homme de 15 ans issu d'une noble famille milanaise, arrive à Florence. Il est beau, bien élevé et cultivé, tout le contraire de Saleil. Léonard l'accueille dans son atelier et, peu à peu, Melzi devient non seulement un élève, mais un ami fidèle, presque un fils. Une étrange compétition s'engage entre Saleil et Melzi. Saleil est la passion, la tentation, le charme diabolique. Melzi est la dévotion, la paix, la pureté angélique. Leonardo a besoin des deux, l'un comme source d'inspiration, l'autre comme soutien dans la vie. Ils seront avec lui jusqu'à la fin, ces deux jeunes hommes, si différents, mais tout aussi importants pour son cœur. La période florentine touche à sa fin. La situation politique de la ville est instable, les commandes se font de plus en plus rares. Leonardo se rend compte qu'il est temps de chercher un nouvel endroit, de nouveaux clients. Il a presque 55 ans, mais il ne se sent pas vieux. Il lui reste encore beaucoup de travail, beaucoup de découvertes, beaucoup de mystères à résoudre. L'année 1506 apporte à Leonardo un nouveau coup du sort. Il se rend à nouveau à Milan, la ville où il a passé ses meilleures années. Mais ce n'est plus le même Milan qu'il a quitté il y a 7 ans. Les Français contrôlent la ville. Ses anciens mécènes ont disparu et il doit reconstruire ses relations avec les nouvelles autorités. Les années passées à Milan pour la 2e fois deviennent un temps de bilan et en même temps de nouvelles découvertes. Léonard n'est plus un jeune homme plein d'énergie. Il a déjà plus de 50 ans et commence à sentir qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mais c'est ce sentiment qui donne à son œuvre une intensité et une profondeur particulières. Il continue d'étudier l'anatomie, mais il s'intéresse désormais non seulement à la structure du corps, mais aussi au processus qui s'y déroule. Il explore le fonctionnement du cœur, le mouvement du sang, les fonctions du système nerveux. Ses dessins deviennent encore plus précis, plus détaillés. Il est le premier à étudier les valves du cœur, à comprendre leur fonctionnement, à anticiper des découvertes
qui ne seront faites qu'au XVIIe siècle. Il est particulièrement fasciné par la structure de l'œil, la fenêtre de l'âme, comme le disaient les poètes. Il dissèque des yeux d'animaux, étudie le cristallin, la rétine, le nerf optique. Il se rend compte que la vision n'est pas une simple perception passive de la lumière, mais un processus complexe impliquant à la fois l'œil et le cerveau. Cette connaissance l'aide à travailler ses peintures, à créer des effets qui surprennent les spectateurs par leur authenticité. C'est au cours de ces années qu'il réalise un autoportrait, un dessin qui deviendra l'image canonique du génie, un vieil homme aux cheveux et à la barbe longs, au visage profondément ridé, mais aux yeux pleins d'une intelligence vive. C'est le visage d'un homme qui a beaucoup vu, beaucoup compris, mais qui n'a pas perdu sa capacité à s'émerveiller du monde. Travaillant sur un autoportrait, Léonard semble dialoguer avec lui-même. Qui est-il? Un artiste, un scientifique, un inventeur, un philosophe, ou simplement un homme qui a passé sa vie à essayer de comprendre le monde? Il y a quelque chose de prophétique dans ce dessin, comme s'il se voyait tel que la postérité se souviendra de lui, un sage en avance sur son temps. Mais la vie à Milan devient de plus en plus difficile. La situation politique est instable, les commandes sont rares et les moyens de subsistance sont difficiles à trouver. Leonardo se rend compte qu'il est temps de chercher une nouvelle maison. C'est alors que le destin lui tend la main en la personne de Giuliano de Medici, frère du pape Léon le Xe. En l'an 1513, nous nous rendons à Rome, la ville éternelle où se croisent toutes les routes du monde. La Rome de l'époque est le centre du monde chrétien, le lieu où règnent les papes, où sont créées les plus grandes œuvres d'art. C'est là que Michel-Ange peint la chapelle Sixtine et que Raphaël décore les salles du Vatican. Mais ce Rome n'accueille pas Léonard aussi chaleureusement qu'il l'espérait. Il n'est plus un jeune artiste prêt à travailler jour et nuit pour une modeste rémunération. C'est un maître mondialement reconnu. Mais sa façon de travailler, sa lenteur, son expérimentation constante ne plaisent pas à tout le monde. Les clients veulent des résultats rapides. Et Leonardo travaille comme il en a l'habitude, lentement, soigneusement, en refaisant sans cesse quelque chose. Les années romaines deviennent un temps de réflexion philosophique. Léonard pense de plus en plus souvent au sens de la vie, à ce qui restera après l'homme, à l'éternité. Il étudie les étoiles, essayant de comprendre les lois du mouvement des corps célestes. Ces archives de cette période sont pleines de réflexions sur l'infinité de l'univers, sur la place de l'homme dans le cosmos. Il crée ses célèbres prophéties, des énigmes qui décrivent des inventions futures. Les gens se parleront depuis les pays les plus éloignés et se répondront les uns aux autres. Il s'agit du téléphone. Les images de tous les peuples de l'univers seront visibles. Il s'agit de la télévision. Les gens marcheront sans bouger. Concerne les navires.
et les équipages. Il ne prédit pas l'avenir dans un sens mystique, mais il ne fait qu'extrapoler le présent, voyant dans les inventions d'aujourd'hui les germes des merveilles de demain. En l'an 1517, le bras droit de Léonard devient paralysé. C'est un désastre pour l'artiste, mais pas pour le scientifique. Il continue à travailler de la main gauche, à penser, à observer, à enregistrer. La maladie n'a pas brisé son esprit, elle l'a seulement poussé à se concentrer sur les choses les plus importantes. C'est alors que survient un événement qui va bouleverser les dernières années de sa vie. Le roi de France, François Millet, jeune, cultivé et amoureux de l'art, invite Léonard en France. Non pas en tant que serviteur, mais en tant qu'invité d'honneur, en tant que légende vivante, en tant qu'homme à qui l'on peut poser des questions sur les mystères de l'univers. L'année 1516 est celle du dernier voyage. Léonard, âgé de 64 ans, part à travers les Alpes vers un pays inconnu. Avec lui, ses fidèles compagnons, Salaï et Melzi, ses manuscrits, ses tableaux, dont la Joconde, qu'il n'a jamais remise à son client. Le château du Clos Lucé, dans la vallée de la Loire, devient sa dernière demeure. Ce n'est pas un palais, mais ce n'est pas non plus une cabane. C'est un endroit confortable où l'on peut travailler, réfléchir et recevoir des invités. Le roi François rend souvent visite au vieux maître, lui parle de science et d'art et écoute les récits qu'il lui fait de sa vie. Pour François, Léonard est une encyclopédie vivante, un homme qui connaît les réponses à toutes les questions. Pour Léonard, le roi est un étudiant reconnaissant qui comprend la valeur du savoir. Une étrange amitié se développe entre eux malgré la différence d'âge et de position. Au château du Clos Lucé, Léonard continue à travailler sur ses notes. Melzi l'aide à systématiser les milliers de feuilles d'écriture en miroir. C'est un travail énorme que d'organiser l'héritage d'une vie, de le mettre à la disposition des générations futures. Il travaille sur son traité de peinture, essayant de transmettre aux jeunes artistes ce qu'il a appris au fil des ans. Mais il ne s'agit pas d'un simple manuel de peinture. C'est une philosophie de la créativité, une réflexion sur ce qu'est la beauté, sur les liens entre l'art et la science, et sur la manière dont un artiste peut connaître la vérité. Salaï et Melzi sont ses derniers élèves, mais ils sont si différents. Salaï est resté le même que dans sa jeunesse. Beau, frivole, un peu vicieux. Melzi est devenu un ami dévoué, un homme qui comprend l'importance de la mission du professeur. Il n'y a pas d'inimitié entre eux, seulement une compréhension que chacun a un rôle à jouer dans la vie du maître. Leonardo fait son testament. Salaï reçoit la Joconde et la moitié du vignoble, un héritage étrange mais symbolique. Un tableau qui incarne le mystère de la beauté revient à un homme qui était lui-même un mystère. Melzi reçoit des manuscrits, des outils et le reste de ses biens. Il doit préserver pour la postérité ce que son maître a créé.
Le 2 mai de l'année 1519, à l'âge de 67 ans, Léonard de Vinci meurt au château de Clos-Luce. La légende veut qu'il soit mort dans les bras du roi François, alors en déplacement. Mais une belle légende est parfois plus importante que la vérité historique. La mort de Léonard n'est pas seulement la fin d'une vie, c'est la fin de toute une époque. Une époque où un seul homme pouvait contenir tout le savoir de son temps, où l'art et la science étaient inséparables, où la beauté et la vérité allaient de pair. Melzi reste fidèle à son devoir. Il a travaillé pendant 30 ans pour systématiser l'héritage de son maître, compilant des notes éparses dans un traité de peinture, préservant des manuscrits qui autrement auraient pu périr. C'est grâce à ces efforts que nous savons ce que nous savons sur Léonard. Saleh connaît sa part de gloire et de damnation. 5 ans après la mort de son professeur, il périt dans une bagarre d'ivrogne, une mort qui met symboliquement fin à sa vie aventureuse. Mais la Joconde demeure, et son sourire énigmatique y est à jamais gravé. 500 ans se sont écoulés depuis que Léonard de Vinci a quitté ce monde, mais ses idées sont toujours d'actualité. Ses inventions sont réalisées. Ses peintures passionnent les gens. Il a prouvé que l'esprit humain ne connaît pas de limites, que la beauté et la connaissance ne sont pas des contraires, mais des alliés dans la réalisation de la vérité. Dans chaque avion qui s'envole vit son rêve de vol. Chaque diagramme anatomique reflète son désir de comprendre la structure du corps humain. Chaque peinture d'après nature incarne son principe selon lequel l'art doit être véridique. Léonard de Vinci reste pour nous le symbole des possibilités illimitées de l'homme. Un homme qui n'a pas peur de poser des questions, qui ne considère rien comme acquis, qui passe sa vie à apprendre et à s'interroger. Dans notre monde où le savoir est fragmenté en de nombreuses spécialités, il nous rappelle que tout dans le monde est lié, que l'art et la science, la beauté et la vérité sont les différentes facettes d'une même réalité. C'est la fin de notre histoire sur l'homme qui a prouvé que les rêves peuvent devenir réalité et que la réalité peut dépasser les rêves les plus audacieux. Léonard de Vinci a quitté ce monde il y a 5 siècles, mais son esprit, sa curiosité inextinguible, sa foi dans les possibilités illimitées de l'homme continuent de vivre avec nous. Maintenant, alors que la nuit enveloppe votre maison de sa douce couverture, alors que le silence vous invite au repos, laissez cette histoire faire partie de vos rêves. Puissiez-vous rêver d'un monde où chacun peut être un artiste et un scientifique, un inventeur et un philosophe, un monde où la curiosité ne connaît pas de limites et où la beauté nous aide à comprendre la vérité. Un monde où chaque lever de soleil apporte de nouvelles découvertes et où chaque coucher de soleil apporte la sagesse du jour. Bonne nuit, chers auditeurs.
Que vos rêves soient remplis de la lumière de la connaissance et de la beauté de la créativité. Je vous donne rendez-vous pour ces soirées de conversation chaleureuse sur les grandes personnes et les grandes découvertes.